Salut tout le monde! Salut Catherine! Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire pour bien commencer l'année. Et d'ailleurs, avant toute chose, on voulait vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2026. Enfin, je ne sais pas si ça se souhaite, vu comment déjà elle commence sur les chapeaux de roue. Non seulement on vous souhaite une bonne année, mais on vous remercie parce que vous avez été très nombreux à nous aider à répondre à notre appel à dons. Et c'est super, on est vraiment très contents parce que ça va nous aider à un peu éponger nos dettes et peut-être même acheter des meilleurs micros. Ça, c'est dans un second temps. Ça, c'est dans un second temps. Mais en tout cas, sachez que vous avez été super nombreux et que ça nous sera très, très utile pour continuer notre boulot. Commençons in medias res par ce qui nous occupe en gros depuis maintenant le tout début du mois de janvier, c'est-à-dire ce que fait Trump. Trump a décidé de mener une opération militaire particulièrement violente, musclée sur le Venezuela. En kidnappant, il n'y a pas d'autre mot, le chef d'État Nicolas Maduro et sa femme, et en le traînant devant les tribunaux à New York. Avant de commencer, je voulais vous proposer de regarder une des façons qu'il a eu lui-même. Au moment de cette attaque, il était à bord de son Air Force One, la façon dont lui-même a eu de justifier son attaque sur le Venezuela. Ne me demandez pas qui est en charge du Venezuela, car je vais vous donner une réponse très controversée. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes aux commandes. Ça paraît donc assez clair, et d'ailleurs après il a passé son temps en fait à faire des conférences de presse, des interviews et des tweets pour s'en justifier. Les États-Unis ont pris le contrôle du Venezuela. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire, avec un objectif qui est on ne peut plus clair, c'est nous allons exploiter les hydrocarbures vénézuéliens. Et donc, nous allons remettre en marche la machine d'extraction du pétrole vénézuélienne qui était totalement à l'arrêt. Rendez-vous compte, a-t-il dit plusieurs fois, c'est des milliards de barils de pétrole qui sont dans des gisements et qui ne sont pas exploités par l'infâme dictature Maduro, qui en plus, et ça c'est la deuxième partie de son argumentaire pour justifier son intervention, Nicolas Maduro est un narcotrafiquant à la tête d'un cartel qui inonderait les États-Unis de drogue, et pauvres petits Américains qui subiraient la tyrannie en fait de ce chef d'État vénézuélien. Voilà les deux raisons en fait pour lesquelles il explique, il justifie son opération militaire. La deuxième, c'est de la légitime défense. En fait, il raconte cette histoire pour justifier que c'est une opération de police et que donc il a le droit de se défendre en vertu de lois qui lui donnent des pouvoirs extraterritoriaux. Donc voilà, la deuxième argument est quand même un argument largement fabriqué pour justifier le fond qui est ce que tu racontais. Un général qui était interviewé sur LCI avait résumé ça d'une manière que je trouve assez juste. On lui disait c'est une opération juste pour aller prendre un narcotrafiquant et le traîner devant la justice. Et le général a répondu, ancien d'ailleurs secrétaire général adjoint de l'OTAN, avait répondu alors vous êtes bien gentil, mais 150 avions, 2 porte-avions, 25 000 soldats mobilisés et prêts à intervenir au sol, ce n'est pas une simple opération de police pour aller choper un narcotrafiquant. C'est une opération militaire, c'est une opération de guerre. C'est ni plus ni moins ça. Et on peut pas faire comme si c'était juste on est allé choper un bec parce que c'était un grand bandit, quoi. Alors maintenant, la question c'est, voilà, ça c'est l'argumentaire de Donald Trump. Maintenant, c'est quelle réaction il y a eu à la fois aux États-Unis, dans le monde, en Europe particulièrement, mais aussi de la part de la Chine et de la Russie. En gros, si je dois un peu schématiser, la gauche américaine, les démocrates américains ont
tout de suite avancé deux types d'arguments pour s'opposer en fait à ce qu'avait Donald Trump. La première, c'était que cette guerre était illégale au regard de la Constitution parce que toute intervention militaire étrangère doit être avalisée par le Congrès américain, qui n'avait même pas été consulté en l'espèce. Donald Trump et Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et J.D. Vance, d'ailleurs, le vice-président, ont tous dit oui, mais c'est pas une opération militaire, c'est une opération voilà, pour traiter devant la justice. C'était une de leurs justifications. Oui, et la deuxième, c'était de dire on ne pouvait pas prévenir le Sénat et la Chambre américaine parce qu'il y aurait eu des fuites. C'est-à-dire qu'en fait, ils justifient le fait qu'ils ne pouvaient pas donc demander l'accord alors que c'est inscrit dans la Constitution. Donc vraiment, ils s'essuient leurs pieds sur le droit américain, pas seulement, mais déjà pour commencer. Donc il y a cette histoire de droit américain et de légalité enfin de constitutionnalité de cette intervention. Et puis il y a l'autre partie qui est la question du droit international, qui elle aussi interroge. Enfin c'est pas interroge, je veux dire. La gauche américaine, avant de parler du droit international, elle dit beaucoup. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, ceux qui regardent la politique américaine disent beaucoup que Trump fait ça pour faire diversion par rapport aux difficultés qu'il rencontre à l'intérieur, que ce soit l'affaire Epstein ou que ce soit les difficultés économiques et notamment le fait que l'électorat qui avait voté pour lui pour une amélioration des conditions de vie ne s'y retrouve pas. Donc, on fait appel à l'effet drapeau. Pour les plus anciens, si vous vous souvenez, quand Margaret Thatcher s'était trouvée en grande difficulté, elle avait réussi à renverser la tendance et à retrouver un haut niveau de popularité en attaquant, en rentrant aux Maledivres, aux Malouines, pardon, pas les Maldives, aux Malouines, dans un conflit avec l'Argentine. Donc voilà, le fait de faire appel au patriotisme et à la patrie qui se réunit derrière son chef militaire, c'est un peu ça aussi, en tout cas que la gauche américaine laisse entendre. Et puis après, il y a une autre partie, donc à la fois des démocrates, mais aussi plus largement dans le monde, qui ont convoqué le droit international en disant cette intervention bafoue à peu près toutes les règles qui sont établies depuis maintenant, qui se construisent, on va dire, péniblement depuis au moins une centaine d'années, liées à la souveraineté des peuples, à disposer d'eux-mêmes, à décider politiquement la direction dans laquelle ils veulent aller, mais aussi cette notion de les interventions militaires étrangères à l'encontre d'un pays tiers, juste c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a des frontières, ces frontières elles sont reconnues par le droit international et elles existent pour une bonne raison, c'est précisément empêcher ces ingérences. Et là on est vraiment dans une ingérence par excellence, quasiment à l'état pur, c'est-à-dire que justifié d'ailleurs en tant que tel. C'est pas Donald Trump. Il y a quelque chose qui a été noté par Catherine Tricot à ma droite dans un édito qu'elle a fait au lendemain de l'attaque, c'est que dans la conférence de presse que Donald Trump a faite pour justifier son intervention, il n'a pas dit une seule fois qu'il menait cette opération au nom de la démocratie. Ce n'est pas pour restaurer la démocratie vénézuélienne qu'il le faisait, il le faisait au nom d'une ingérence à l'état quasi pur. C'est-à-dire de dire, nous allons prendre, nous, Américains, États-Uniens, allons prendre le contrôle du Venezuela pour exploiter ses ressources. Il va même plus loin, il dit même « il utilise le je superviserai moi-même l'exploitation du pétrole vénézuélien. C'est-à-dire que, et c'est là que genre, le consensus international sur la non-ingérence, sur la souveraineté, et c'est même pas qu'elle vole en éclats, c'est qu'elle est complètement absente en fait de son logiciel. Et les réponses des chancelleries étrangères, mondiales, alors en Europe, il y a eu différents mouvements. Les Chinois et les Russes l'ont condamné fermement, d'ailleurs au nom du droit international. Les Chinois mentionnant la question du multilatéralisme, de dire qu'il y avait des espaces du multilatéralisme, etc. Et que eux en seraient le garant. Ça, c'est genre le communiqué de la Chine.
En Europe, il y a eu deux types de réponses. Il y a eu les réponses choquantes de, par exemple, Emmanuel Macron, qui fait un post sur X disant bon, finalement, c'est quand même bien d'avoir dégagé le dictateur Maduro et on croise les doigts pour la transition démocratique au Venezuela. Voilà. Pas un mot pour condamner la méthode employée par Donald Trump. Au bout d'une journée. Au bout d'une journée, exactement, au bout de 24 heures. Mm. Et ce, après que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ait lui ménagé la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'il dit oui, c'est quand même bien de s'être débarrassé de Maduro, mais quand même, on ne peut que condamner cette ingérence de la part des États-Unis et cette méthode brutale, violente et totalement en dehors des rails du droit international. Et finalement, cette façon de répondre d'Emmanuel Macron, ça a été plus ou moins celle de toutes les chancelleries européennes, alors avec plus ou moins de vassalité, la palme étant à Giorgia Meloni qui a applaudi des deux mains dans l'intervention de Donald Trump, et à l'autre bout du spectre, Pedro Sanchez, qui lui a été finalement, je pense, le seul chef d'État européen à véritablement avoir condamné l'intervention des États-Unis au Venezuela. Ce que je trouve notoire dans cette affaire, c'est que Trump ne se prévaut pas du tout du droit international, ni même comme les néoconservateurs de vouloir défendre la démocratie, la liberté, ou de vouloir apporter la démocratie ou la liberté. Il dit je vais prendre les ressources dont l'Amérique a besoin. Et c'est un discours totalement néocolonial, brut, assumé comme, je ne sais pas si j'en ai jamais entendu. C'est-à-dire, nous on a besoin de pétrole, on va prendre du pétrole. On a besoin d'eau pour développer l'IA. Donc pour développer l'IA, on a besoin d'énergie et on a besoin d'eau. On va prendre le pétrole au Venezuela, les ressources, les terres rares et le pétrole éventuel au Groenland, plus l'eau au Groenland, parce que c'est ça dont nous avons besoin pour développer l'industrie américaine, celle qui m'a portée au pouvoir. Et pour l'instant, je ne sais pas si ce point de vue est beaucoup contesté aux États-Unis. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne l'est pas en Europe. Et il ne l'est pas en Europe parce qu'en fait, il n'y a pas de discours alternatif véritablement. L'équilibre, le droit international, d'une part, on n'est pas très, très, très en forme pour le défendre dans la mesure où on s'est quand même pas mal essuyé les pieds là aussi dessus depuis le 7 octobre 2023, depuis qu'Israël mène une guerre génocidaire contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, et qu'on ne fait rien, qu'on ne réagit pas. Donc il n'y a pas de réaction du point de vue de la défense du droit international, dont on voit qu'il nous intéresse finalement, enfin les puissances européennes, ça, il est motivé très très moyennement. Et puis deuxièmement, je dirais aussi, c'est qu'en fait, la logique de développement qui est celle que Trump veut défendre, finalement, on n'a pas tellement d'alternative à ça. On ne se dit pas que c'est autre chose que nous devrions défendre. C'est une autre vision du monde, une autre vision du développement, une autre vision des rapports et de l'exploitation des richesses que l'Europe devrait défendre. Elle a totalement perdu les bases d'un discours qui pourrait justifier son action, autre que celle du profit, du mercantilisme et des gains de parts de marché, etc. Et je pense que cet étouffement complet de l'Europe depuis un moment, mais en particulier depuis qu'il y a eu la monnaie unique et le développement de l'euro et toutes ces recherches de traités de libre-échange, etc., l'Europe s'est complètement enfoncée et étouffée de plus en plus dans un modèle qui finalement est à peu près le même que celui
de Donald Trump, c'est-à-dire d'un capitalisme vraiment débridé et complètement fou, dont on ne sait pas où il va, on ne sait pas pourquoi on fait l'IA, mais on fait l'IA, on continue d'être en concurrence avec les autres. Moi, c'est ça qui me frappe, c'est qu'en fait, on est désarmé. L'Union européenne, l'Union européenne en tant qu'institution, parce que le discours de la commissaire européenne aux affaires étrangères, c'était waouh, c'était incroyable. Elle prenait note et elle prenait acte et je sais pas quoi. Enfin bon, et elle surveillait, elle allait se tenir informée. Elle se tenait informée très bien. Donc d'elle et des différents chefs d'État, c'est qu'en fait ils n'ont pas les bases pour penser un autre monde, une autre façon de se comporter dans le monde. Bon, ça leur plaît pas qu'on fasse comme ça, mais au fond, sur quelle base ils peuvent le justifier? Ils peuvent justifier de s'y opposer. Vu tout ce qu'ils ont laissé faire, le 25 décembre quand même, les États-Unis ont bombardé le Niger. Bon, qui c'est qui en a eu à foutre quelque chose, quoi? Incroyable, quoi. On n'en a même pas fait un communiqué. Pouf, tu vois. Et là, il menace de bombarder le Mexique ce matin. Donald Trump dit que c'est vraiment dommage parce que c'est un beau pays, mais que quand même il va s'en occuper, quoi. Il va intervenir pour les cartels. Voilà, pour les cartels. Voilà. Donc, voilà. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est à quel point notre faiblesse d'un seul coup, qui est longue, qui est sur la longue durée, d'un seul coup, montre que nous n'avons plus de ressort et plus de capacité pour faire face, pour penser et faire face. Je vais poursuivre ta réflexion, tu vois, notamment sur la question du droit international. Parce que, en vérité, tu vas s'abriter derrière le droit international et dire « Bon, écoutez, ce que fait Donald Trump, c'est contraire au droit international. Donc, je suis désolé, mais nous ne pouvons faire que le condamner. » C'est quand même assez simple comme réponse. Tu te mouilles pas beaucoup en disant ça. Le problème, c'est que pour le dire, il faut en être convaincu. Oui, c'est ça. Et il faut l'appliquer. Exactement. Et c'est là, c'est là qu'il y a une difficulté qui dit beaucoup de l'état aussi de notre débat politique, l'état de notre société. C'est que on voit se multiplier en fait des prises de parole depuis maintenant quelques années de gens qui peuvent être des responsables politiques de très haut niveau, comme le ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, ou des gens sur les plateaux TV, des éditorialistes et autres, qui nous disent « Non mais le droit ». Mais c'est même pas le droit international, c'est le droit. Mais quand même, ça ne nous protège pas. Ça ne protège pas le droit. Ça ne sert à rien. Voire le droit, c'est pas intangible, comme avait dit Bruno Retailleau, ou le droit, ça va contre la volonté des peuples, parfois. C'est ça qu'il y a eu un passage assez choquant, je trouve, où Gilles Bernstein, qui est éditorialiste sur France Télévisions, dit à un spécialiste des relations internationales qui convoque ce droit international, lui dit non mais ça sert à rien le droit international. Et puis parfois, il faut bien s'en écarter un petit peu, notamment pour évincer du pouvoir un dictateur comme Nicolás Maduro. Et cette façon en fait d'opposer la volonté du peuple et le droit, qu'il soit international ou domestique, mais est une catastrophe. C'est-à-dire, on ne peut pas opposer la volonté du peuple et le droit, qu'il soit international ou domestique, parce que sinon, c'est tout un édifice, toute une façon en fait d'envisager nos rapports de vivre ensemble, à la fois à l'intérieur des pays et dans le monde entier, qui s'écroule. On n'a plus de base en fait pour discuter. Oui, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait là, le roi est nu. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, je dis pas dans le détail, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les choses sont en train de tomber en lambeaux. C'est-à-dire que la question de la démocratie n'est pas un enjeu. Ils n'en ont pas la conviction. Ils n'en sont pas absolument certains que la démocratie, c'est les conditions de notre progrès commun. La question du droit n'est pas du tout pensée comme étant la charpente de nos sociétés. Ils ne le croient pas. Ils ne le croient pas. Donc, ils nous racontent des histoires. Quand il y avait tout cet habillage néoconservateur, on nous a raconté des histoires. Mais en vérité, bien entendu que jamais ils ne l'ont cru, les néoconservateurs, qu'ils allaient développer la démocratie et je sais pas quoi. Et en tout état de cause, depuis 15 ans, ils ont vu que ça ne marchait pas. Et donc, ils arrêtent, pour ce qui concerne Trump, même de le dire. Et les autres le disent à peine.
mais en tout cas, il n'y croit plus. On a des dirigeants qui sont intellectuellement en faillite et qui donc du coup ne peuvent pas faire face à ce qui se passe et en particulier ne sont pas capables de penser comment réagir face à Donald Trump parce qu'ils n'ont pas un appareil intellectuel, une proposition et des convictions profondes pour faire face. C'est ça que je vois, moi, dans ce qui est en train de se passer. C'est l'écroulement, la faillite morale, intellectuelle des dirigeants, des principaux dirigeants de l'Union européenne, à l'exception de Pedro Sanchez. À l'exception de Pedro Sanchez. Et il faut noter qu'il n'est pas dirigeant, mais c'est là, je trouve, qu'on pourrait parler de Dominique de Villepin. Parce que Dominique de Villepin, précisément, qui est un homme de droite, qui est un homme qui a été au pouvoir, qui a été Premier ministre, c'est un homme qui a dit non à la guerre en Irak en 2003. Eh bien, cet homme, il revient en fait sur le devant de la scène, et précisément, il apporte des réponses à exactement ce que tu dis. Je vous propose de voir ce qu'il a raconté dans la matinale de France Inter, c'était en début de semaine. La France, elle s'appuie sur 3 grands piliers. Bien sûr, la nation. Et plus que jamais, il faut fortifier cet esprit de la nation et sa capacité et sa résolution à se défendre, à défendre ses libertés et son indépendance. Le deuxième élément essentiel, c'est bien sûr l'État. La grande raison de la situation française, la situation de faiblesse de la France, de l'instabilité politique, c'est l'effondrement de l'État. Il faut le remettre en marche, à la fois pour assurer les obligations de cet État en matière de sécurité, en matière d'immigration, mais aussi pour remettre en marche au service des Français le pouvoir d'achat, les inégalités sociales, sa capacité à mettre en place des politiques publiques. Et puis il y a un troisième pilier qui est essentiel, où il faut se retrouver, c'est la défense de la République. La République, on la voit, elle est entamée, elle est menacée jour après jour à travers ses grands principes. À l'intérieur, c'est nos grands principes, liberté, égalité, fraternité, laïcité qui sont menacées. À l'extérieur, c'est le droit international. C'est une même pièce à double face. Et il faut comprendre aujourd'hui que la menace, elle est globale. Et cette poussée impériale s'ajoute à la poussée illibérale et autoritaire qui aujourd'hui menace les pays européens, à commencer par la France et l'Allemagne. Ce qui est important et ce qui est intéressant dans le discours de Dominique de Villepin, c'est que justement, il n'est pas absolument le seul à le faire, mais il le fait remarquablement bien. C'est qu'on sent que ces positions, elles sont ancrées dans des principes fondamentaux. Et on peut se dire que c'est ça qui lui permet, d'une part, il ravive le souvenir que la France a été capable de dire autre chose. Elle n'a pas été capable d'empêcher la guerre de 2003 en Irak, mais en faisant ce qu'elle a fait, elle a maintenu l'esprit de l'ONU. Elle a dit, elle n'était pas toute seule aussi à le faire, mais elle a maintenu l'idée que même parmi les Occidentaux, il y a des gens qui continuent de se référer à la Charte des Nations Unies et à ce droit international et à la volonté de résoudre des conflits en dehors de la force. Et heureusement qu'il l'a fait, parce qu'il a dit « tout n'est pas foutu, il y a quand même encore des pôles de résistance qui existent dans le monde ». Donc ça, c'est ce souvenir-là qui réveille et dont il dit ça serait bien que la France le fasse encore aujourd'hui, qu'il y ait pas simplement Pedro Sanchez, mais aussi la France. Et pourquoi c'est important la France? Parce que Pedro Sanchez, c'est important, notamment pour l'histoire des relations avec l'Amérique latine. La France, c'est important parce que c'est un pays qui est membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité. C'est pour ça que sa voix pèse particulièrement et que donc elle pourrait le faire. Et la deuxième chose, c'est que du coup, d'une certaine manière, cet ancrage dans des principes qui tiennent les démocraties, ça donne de l'espace et du poids à Dominique de Villepin pour pouvoir développer ce qui est nouveau, un discours sur la France et sur un projet pour la France. Et c'est ça que on a aussi relevé cette semaine dans notre newsletter, c'est que il change un peu de statut. C'est pas la première fois qu'il espère faire son trou dans la politique nationale, mais cette fois-ci, il a une chance parce que il prend la place
de celui qui parle au nom de l'histoire de la France et de la tradition française, puisque Macron a failli. Donc, il prend cette place-là. Et par ailleurs, il développe un discours comme il ne l'a jamais fait sur les principes et ce qui peut conduire une politique nationale au sujet de la nation, au sujet de l'État et au sujet des valeurs républicaines. Et donc, d'un seul coup, il est légitime, à partir de son fond de valeurs que tout le monde lui reconnaît, il l'étend et il le pousse pour avoir un discours sur la France et il espère ainsi. Alors, je voudrais tout de suite préciser quelque chose, vu que c'est moi qui avais écrit la newsletter, on a eu beaucoup de retours de gens qui se sont étonnés de cette newsletter. Parce que on n'est pas supposé être des... De droite. Voilà, on n'est pas supposé d'être de droite, ni être des soutiens de Dominique de Villepin. Alors, moi, ce que je veux préciser par là, c'est que ce que nous écrivons, c'est ce que nous comprenons. C'est-à-dire qu'on ne n'écrit pas pour soutenir. Là, en l'occurrence, ce que j'ai voulu dire, c'est quelque chose de nouveau est en train d'advenir sur la scène politique avec, à mon avis, une certaine chance de succès. Je ne dis pas jusqu'où le succès, je ne dis pas que Dominique de Villepin va être élu président de la République, mais en tout cas, je pense qu'il peut se faire entendre sur la scène nationale parce qu'il a mobilisé, parce qu'il mobilise un souvenir, des principes et qu'il arrive à les décliner sur le champ de la politique française. Dernier atout pour Dominique de Villepin, c'est que il pense occuper un espace vacant. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, il n'y a pas de candidat dans l'espace que moi je représente, moi Dominique de Villepin, c'est-à-dire centre-gauche, centre-droit. Là, il n'y a personne qui s'impose. Moi, je peux être celui qui va représenter cet espace politique, centre-gauche, centre-droit. Donc, nous ne faisons pas acte d'allégeance, nous ne disons pas que nous soutenons Dominique de Villepin. Ah non. Mais d'une façon générale, je préfère le dire parce que plus on va avancer, plus on va aller vers des élections, vers la campagne des présidentielles et des enjeux politiques. À regard, on essaie d'éclairer, parfois de prendre position, et le plus souvent, en tout cas, même à chaque fois, c'est d'essayer de dire ce que nous comprenons de la situation et comment nous essayons de partager nos analyses avant même de savoir si nous soutenons un tel ou un tel, ce qui est quand même assez secondaire. Là, ce qui compte, c'est de voir ce qui se passe et pourquoi ça marche. Ou, à notre avis, ça peut marcher. Voilà. Et pour poursuivre ce que disait Catherine, depuis 10 ans que je la connais, elle est obsédée par l'idée essayer de comprendre la droite, voire l'extrême droite. Et tu me dis tout le temps, non mais attends, là qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils en sont, etc. Ce qui veut dire, et si on essaye de les comprendre, ça ne veut pas dire que on est en train de leur prêter allégeance d'une quelconque manière que ce soit, bien évidemment. Sur Dominique de Villepin, tu as je souscris en fait à tout ce que tu as dit et tout ce que tu as écrit dans la newsletter. Je rajouterais un point qui est au fond, là, il se positionne aussi comme une figure. Tu as parlé du souvenir, etc., mais aussi comme une figure morale. Et c'est très intéressant la façon dont il entremêle en fait les valeurs en fait qu'il fait siennes, le droit international et français national, la démocratie, la République. Il convoque en fait tous ces mots pour les faire siens. Et il est une figure morale. Là où, en vérité, beaucoup d'autres, puisque tu as parlé d'Emmanuel Macron qui a failli, mais là où lui, il considère que beaucoup d'autres ont failli. Et alors, il considère que Macron a failli pour les raisons qu'on a énoncées tout à l'heure, mais il considère aussi que les LR, c'est quand même son parti politique initial, hein, il vient de cet endroit-là de la politique. Il ne s'adresse même plus à eux. Enfin, il ne les considère même plus. J'ai entendu une interview, mais qui date d'il y a quelques mois, où il dit cette famille politique, elle ne m'intéresse plus. Genre, c'est plus parce que on lui faisait rebondir sur ce qu'avait dit Retailleau à propos de l'Algérie française.
enfin l'Algérie, le traité algérien, là, au moment du vote de la niche RN. Il disait non, mais attendez, moi, je n'ai rien à voir avec eux. Du côté gauche, on voit bien aussi la déréliction, en fait, des différentes idéologies qui structuraient la gauche. Je pense notamment au Parti socialiste. Enfin, c'est vrai que lorsqu'on écoute Dominique de Villepin et qu'on voit en fait la résonance et la profondeur que tu as rappelé tout à l'heure, par rapport en fait au discours qui est tenu par les socialistes, qui eux sont toujours en fait engoncés dans leurs problèmes. Alors ça c'est assez drôle. Les socialistes, toute petite parenthèse sur les socialistes. Sur les socialistes, on est passé de genre, ça fait 4 mois qu'ils négocient le budget de la sécurité sociale, et là eux ils ont enjambé la séquence Trump pour passer directement à la séquence budget, tu vois, genre, et qui très honnêtement, je sais pas ce qu'ils disent. non, mais on ne les a pas entendus. Et parce que c'est pas leur sujet. Eux, ils sont déjà, les interviews qu'ils ont données cette semaine, c'était pour nous dire est-ce qu'ils allaient passer 49.3, est-ce qu'ils allaient accepter le 49.3, qu'est-ce qu'ils allaient dire dans le budget de l'État. Ce qui est, au fond, assez intéressant. Parce que enfin, et moi, ce que je trouve dramatique et ce que je considère comme étant une impasse. Parce que, genre, ils sont en train de se salir, en fait, avec cette petite politique pour essayer de trouver un budget de la sécurité sociale, un budget de l'État avec les gens qui sont le groupe politique qui est le plus détesté par les Français et les Françaises, c'est-à-dire le macronisme. Et en attendant, les grandes questions en fait qui sont en train de nous traverser, de la guerre, de Trump, etc. et de la démocratie, bah ça, ils sont pas encore là, quoi. Donc moi, je pense que c'est aussi là-dessus, c'est sur ça aussi que ça soit de Villepin. Je vais dire un truc en 2002, oui, en 2002, j'ai voté pour Chirac contre Marine Le Pen. Et on est nombreux à l'avoir. Contre Jean-Marie Le Pen. On est nombreux à l'avoir fait. Et évidemment, comme beaucoup de Français, j'ai profondément regretté que la gauche soit éliminée et que Lionel Jospin ne soit donc pas élu président de la République. La seule chose sur laquelle je me suis toujours dit que j'étais content que Chirac ait été élu, c'était pour l'Irak. Parce que je ne suis pas certaine de ce qu'aurait été la position des socialistes s'il y avait eu Lionel Jospin au pouvoir. Les socialistes sont très profondément, historiquement, atlantistes. Et leur attachement à cette idée de la France qui est portée par Villepin, mais dans lequel je me reconnais, qui est quand même une certaine idée de ce que nous avons à faire et de pourquoi c'est intéressant que la France, ça existe. On a quelque chose à dire au monde, on n'est pas les plus éblouissants et les plus exceptionnels de la Terre, il n'y a pas de plus éblouissants et de plus exceptionnels, mais on a quelque chose à faire parmi tout le monde. Et ce que nous avons à faire, c'est notamment porter des principes universels. Ouais, universel. Et Villepin, il incarne ça, et les socialistes, ce n'est pas leur structure mentale. Moi, je viens du communisme, et dans le communisme, depuis en tout cas les années 30, cette idée de cette articulation entre les ambitions universalistes, internationalistes, et l'idée que la France, elle a un patrimoine qu'elle a à mettre en partage avec l'humanité, ça structure beaucoup la culture communiste, et en tout cas, je pense que c'est pour ça que ce que dit Villepin me parle, et c'est pour ça que j'étais satisfaite que Jacques Chirac ait été élu, et que c'était quand même, au fond, dans cette période-là, un des enjeux fondamentaux, que la France ne s'aligne pas sur la position américaine. Dernier point. J'ai un truc à dire sur Villepin encore. Vas-y. J'ai 2 petites choses à dire sur Villepin. Une des choses, c'est que... 3 d'ailleurs. 3 petites choses rapides. La première, c'est que, en dehors de cette question de la morale et des valeurs, et c'est probablement aussi pour cela qu'il peut le faire, c'est que c'est un homme qui a un verbe intéressant. C'est-à-dire c'est un type qui parle, qui ne nous parle pas une langue plate, technocratique, médiocre, etc. Il convoque des affects, il convoque des ambitions, et je crois que certains pensent que en France, on aime se payer de mots, et moi, je pense que c'est bien d'aimer les mots. C'est-à-dire que là, on est en train d'évoquer le souvenir de François Mitterrand. S'il y a une chose que je trouve bien dans François Mitterrand, c'était François Mitterrand parler avec
une langue riche et il nous cultivait, il nous élevait, il nous obligeait à penser de manière fine. Et Dominique de Villepin fait partie de cette tradition française qui a à voir avec la littérature. Et je ne dis pas que c'est un romancier, je ne dis pas que c'est un grand littérateur. Et comme François Mitterrand non plus n'était pas un grand romancier, c'est quelqu'un qui a accordé de l'importance au verbe. Et je crois que après la séquence Sarkozy, Hollande et le technocrate en chef Macron, franchement, d'avoir quelqu'un qui est capable de redonner de la consistance à la langue et à la langue politique, je pense que ça résonne et que c'est attendu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dominique de Villepin est un homme seul, et ça fait longtemps qu'il est seul. Donc, quand on est seul depuis longtemps, peut-être que c'est qu'on est structurellement seul. Et je pense que c'est un léger handicap pour pouvoir apporter une réponse politique à la hauteur dans le monde complexe qui est. C'est-à-dire que Villepin note qu'il n'y a plus de partis et que donc que tous les partis sont down en gros et que donc il a une chance d'une certaine façon puisqu'il n'y aura plus de candidats portés par un parti. Donc lui, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est quand même, au-delà de Dominique de Villepin, c'est quand même l'indice d'un problème très, très, très sérieux, le fait qu'il n'y ait plus de structures politiques qui permettent l'élaboration collective d'analyse et de solutions. Donc, Villepin espère en profiter pour tirer son épingle du jeu. Je pense que c'est un problème d'avoir un homme aussi seul. Il peut se moquer de Bardella qui n'a aucune expérience pour conduire la 380. Lui, il a une expérience, mais il a surtout la certitude de ses convictions, quoi. Mais c'est pas grand-chose de plus que ça. Si je puis me permettre, pour faire fonctionner un A380, il faut certes un pilote, mais il faut aussi un copilote et tout un staff. Et pour l'instant, Jordan Bardella, lui, il a du monde autour de lui et l'autre, il est tout seul. Voilà. Son A380, il va être bien, mais... Voilà. Donc, je pense que Villepin diagnostique la fin des partis et il pense que c'est sa chance. Moi, je pense que c'est la déveine de la France. Dernier tout petit point, c'est aussi dans les atouts de Villepin, c'est que je pense que Villepin a une chance de pouvoir parler à beaucoup plus large que même ceux qui vont voter pour lui. Et c'est une chance parce que ça veut dire que si il parvient à se hisser au second tour, il ne surmobilisera pas contre lui. C'est-à-dire que on n'aura pas un raz-de-marée comme par exemple Chirac a bénéficié d'un raz-de-marée contre Jean-Marie Le Pen. Parce Jean-Marie Le Pen a surmobilisé contre lui et Marine Le Pen en a tiré les conséquences que l'on sait de dédiabolisation, etc. Et même dans une autre mesure, en 2027, en partie de Jordan Bardella qui pourrait faire un très bon score au premier et au second tour, il va quand même mobiliser très fortement contre lui. Est-ce que ce sera suffisant? C'est une question. En revanche, les gens qui vont se mobiliser contre lui, ils vont pas y aller avec le dos de la cuillère. Enfin, les gens, ils vont tous, comme ça a été le cas, par exemple. Mais il y aura, par contre, il y aura pas, on va pas se mobiliser contre Villepin. Non. Villepin, il y a une espèce d'acceptation globale en France que ce type est correct. Voilà. Alors quand on est à gauche, on apprécie son engagement du côté notamment du droit des Palestiniens, ça c'est certain. Son engagement pour le droit international et le souvenir de l'Irak. Quand on est à droite, on sait que c'est un type, il est à droite quoi. Hein, il va pas rétablir, il va pas faire progresser la cause de l'égalité très fortement. Voilà. Il va pas faire mal aux plus aisés de notre pays. Donc les gens de droite peuvent lui faire confiance et donc il n'y aura pas de surmobilisation contre lui. Presque même du côté des électeurs RN, il y a une certaine idée que voilà, ce type il défend la souveraineté. Il parle de la France. Voilà. Donc je pense que Villepin, c'est pas du tout que voilà, je ne pensais pas et désormais je pense que ce type a potentiellement une carte dans sa main. Dernier point quant à l'attaque du Venezuela. On voulait parler d'une polémique, c'est un peu plus quand même. Ah oui, tu reviens au Venezuela? Ah bah oui, je reviens au Venezuela. Enfin, pas parce que moi j'étais partie sur la France là. On a dérivé, mais je pense que c'est quand même important d'aborder ce point qui est ce qui.
En fait, on s'est engueulé avec Catherine au lendemain de l'attaque. Catherine est partie sur le droit international et j'étais complètement d'accord avec elle, avec toi. Et je lui ai dit, mais attention, le piège, c'est Maduro. En fait, c'est la situation politique du Venezuela, de Nicolas Maduro. C'est le fait que c'est un dictateur qui emprisonne et tue ses opposants politiques. Et moi, j'étais comme ma les copine élections. Pano, j'étais vraiment alors totalement d'accord avec Pano, et avec, pas simplement elle, mais en fait, en gros, avec ce que les insoumis ont répondu pendant toute la semaine. Ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et vraiment, c'est ce que je pense, c'est que ce n'est pas le sujet. Je pense que la question, Trump n'est pas intervenu pour régler son cas à un dictateur. En revanche, Vas-y. ce n'est pas le sujet. En revanche, ça ne me gêne aucunement de dire que Maduro est un dictateur et qu'il a très mal dirigé son pays et qu'il l'a très mal dirigé aussi parce qu'il est un dictateur. Et donc, c'est ce que je trouve qui est problématique. Je pense que les insoumis ont raison de dire que ce qui se joue, ce n'est évidemment pas de destituer un dictateur. Je pense qu'ils ont raison. En revanche, je pense qu'ils ont tort de refuser de dire ce que tout le monde sait. Et là, la libération des prisonniers politiques qui viennent de s'effectuer au Venezuela confirme, s'il le fallait, que ce pays... C'est-à-dire qu'il y avait des prisonniers... c'est que donc il y avait bien des prisonniers politiques et de manière substantielle. Donc voilà, on peut pas accepter de passer sous silence cette situation. Je ne comprends pas pourquoi ils le font. Voilà. Je ne comprends pas, en dehors de cette espèce de volonté de ne jamais... Baisser les yeux. Oui, mais baisser les yeux. Mais pourquoi moi oui, je sais bien, mais je comprends même pas pourquoi ils pensent ça. Mais moi, je me sens pas comptable de Maduro. Pourquoi se sent-il comptable de Maduro? Pourquoi se met-il en situation de devoir endosser le bilan de Maduro? Mais ils sont dingues. Parce qu'en 2013, ils ont ressorti un tweet dans Mélenchon qui félicitait la victoire de Nicolas Maduro aux élections présidentielles. Voilà. Et donc, depuis, j'ai l'impression qu'on leur a sorti ce tweet et comme Jean-Luc Mélenchon ne peut pas se dédire, comme les Insoumis ne peuvent pas dédire Jean-Luc Mélenchon, alors tout ce qui arrive après cette élection, il le valide. C'est vraiment, c'est à la fois ridicule et un peu pathétique, et c'est désolant. En fait, fondamentalement, toutes les séquences que j'ai vues, ils se font mettre dans un corner dont ils ne peuvent pas se sortir, et ils ravivent aux yeux de tous des souvenirs déplorables, quoi. Enfin, je veux dire, qu'ont-ils besoin de rappeler à la terre entière qu'ils sont des soutiens, qu'ils ont été des soutiens de Chavez. Oui, par ailleurs, ça n'empêche pas du tout ce que moi je fais, ça n'empêche pas du tout de dire que dans les difficultés du régime de Maduro, il y a les sanctions qui ont été prises contre lui, qui ont beaucoup affaibli son pays, et que la chute de la production de pétrole n'est pas étrangère à ça. On peut le dire en même temps. Ça n'empêche pas du tout de dénoncer les visées impérialistes, néocolonialistes, les sanctions dont ils ont été victimes. Mais enfin, Maduro, c'est une cata. C'est une cata pour les droits, c'est une cata pour la gestion de ce pays. Et c'est un pays qui s'est appauvri considérablement au point que un quart de sa population s'est exilé. Enfin, c'est dingue. Mais pourquoi font-ils ça? En plus, ce qui est fou, le truc que je trouve fou, c'est que tout le monde nous avait dit, enfin moi je le croyais, donc c'est pour ça que tout le monde nous le dit, parce que je l'entends en tout cas, c'est la face, c'est le docteur Hyde qui apparaît après Dr Jekyll, c'est-à-dire le camarade Mélenchon. Mr Hyde, voilà. Mélenchon fait son bad boy là pendant 3 ans et demi, puis un an et demi avant les élections présidentielles, il va revêtir son habit de sénateur, il va faire des phrases rondes, il va faire du bien. Que nenni. Ouais. Que nenni, parce que là, si tu veux, c'est qu'en plus, tout le monde sait bien qu'au fond, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il impose. La pauvre Alma Dufour, qu'est-ce qu'elle en sait? Elle est obligée d'aller défendre des trucs, mais
Non, mais c'est ridicule, quoi. En plus, Alors qu'elle est sympathique. Que moi, je l'aime bien. Pourquoi mais et Mathilde Palais aussi. Et même Emmanuel Bompard aussi. Enfin, mais c'est juste qu'effectivement, cette façon genre monolithique, en fait, de refuser de répondre à la question, alors qu'ils disent « Oui, Nicolas Maduro est un dictateur, les droits et libertés ne sont pas respectés, ni la démocratie est respectée au Venezuela. » Allez, maintenant, on parle de la vraie question, qui est cette intervention illégale et catastrophique au regard du droit international de Donald Trump au Venezuela. Ah, c'est facile, et après on arrête de leur en parler. Mais non, ils se cornérisent. Alors après, on peut se poser la question de cette stratégie. Moi, je pense que la stratégie, c'est la stratégie du clivage permanent. C'est-à-dire que, comme ils voient bien qu'il y en a d'autres qui défendent le droit international dans le champ politique, personne ne défend, personne ne dit Maduro, c'est pas une dictature. Ils se disent, bah tiens, on va endosser ce rôle-là pour... Genre, non, mais Ça leur rapporte quoi? je ne sais pas, ça leur rapporte de la radicalité. Tu vois, Non. une apparence de radicalité. Bah, il faut bien trouver une raison. en Oui, fait. bah, raison peut-être la connerie, tu vois. Parce que... Hypothèse, des fois, ils font des conneries. Moi, je prends l'hypothèse que... Même au meilleur. Même au meilleur. Et je prends l'hypothèse que là, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais Jean-Luc Mélenchon a même tweeté, c'était jeudi après-midi, après un communiqué de la CGT qui était très balancé. Hein. Bon, oui. Enfin, on l'a lu avec Catherine. Bon, il dit les choses. D'ailleurs, enfin bon, il dit les choses très bien. Et Jean-Luc Mélenchon, quelques heures après, a tweeté et a dit son désaccord profond et formel avec Sophie Binet et la CGT parce qu'il sous-entendait que jetait en pâture le Maduro. Tu vois, c'est même ça le. Franchement, on sait même pas en fait exactement de quoi il parle. on vous mettra le lien de communiqué de la CGT. Franchement, ils disent des choses, mais qui sont d'une évidence et qui font consensus, quoi. Exactement. Il rappelle aussi la situation des droits et libertés au Venezuela, hein, et des travailleurs vénézuéliens. Oui, bien sûr. C'est la moindre des choses lorsqu'on est un syndicat de travailleurs Ouais. et qu'on parle avec ses homologues dans les autres pays. Et Jean-Luc Mélenchon est à la limite de l'insulte vis-à-vis de la CGT. Et Il cherche la bagarre. il cherche la bagarre. Donc, je redis, il cherche le clivage. Il cherche un endroit où il peut se montrer qu'il est encore plus pur que les autres parce que lui, il dit même pas que Nicolas Maduro est un dictateur. Hier midi, je mangeais avec un ami qui me disait, en fait, il est inquiétant. Il nous inquiète. C'est-à-dire ce dont je pense qu'il faudrait que Mélenchon prenne conscience, c'est que Villepin rassure. Voilà, il est connu, machin. C'est une image d'une idée de la France et puis du personnage politique qui est connu. Et on a besoin, dans un monde extrêmement incertain, de gens qui soient rassurants dans la politique, mais aussi dans leur attitude. Lui, il est inquiétant. Là, il inquiète. Je comprends pas. Je comprends pas qu'ils le comprennent pas. Bah, franchement. Bon, si vous avez son numéro de téléphone, vous le lui dites. Dernier point qu'on voulait aborder et qui est pas sans lien, c'est un truc qui nous a fait C'est à peine un point. rire. C'est à peine un point, mais quand même, c'est notre dernier point. Ne ruine pas mon effet de manche. C'est le choix du Challenge, donc un magazine économique, de Olivier Faure comme personnalité politique de l'année 2025. Voilà, à toi. Ouais, parce que voilà, c'est ça. Il n'a pas eu Times. Non, il n'a pas eu le Times, non. Mais il a eu Challenge, c'est ça? Bah, écoute, en fait, j'ai l'impression que c'est pas absurde. Voilà, quand on s'intéresse à qu'est-ce qui a fait bouger les lignes en France, bah, il y a le fait que Olivier Faure a changé de pied. Je pense que réellement, ça n'a pas compté pour rien dans les évolutions. Alors, est-ce que ça nous a réjouis? Bah non. Pas plus que ça. Bah non, même carrément pas. Mais ceci étant, c'est pas anodin. C'est pas anodin, donc je trouve pas absurde le choix de Challenge. Le seul problème, c'est que ce que je crois, c'est que au Parti socialiste, des échos que nous en avons comme ça, ils se regorgent de cette désignation. Et ils pensent que le PS is back. Mais ils sont dingues. Franchement, je pense que là, il faut les faire revenir eux. Enfin, non, mais là, franchement, il y a un problème entre Mélenchon qui comprend pas que l'heure est à calmer et rassurer et rassembler, et les socialistes qui se rendent pas compte à quel point ils reprennent un chemin politique qui les a mis
à 75, 1,75, c'est-à-dire quand même vraiment pas beaucoup, il y a moins de 3 ans, et qui n'ont absolument pas regagné le cœur et la confiance de la gauche, et qu'ils pensent que ce qu'ils font a été un coup de génie parce qu'on parle d'eux. Oui, on parle d'eux, mais est-ce qu'on les soutient? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on pense que le Parti socialiste représente une solution et une solution d'avenir? Je ne le crois pas. Et je ne le crois pas non plus. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.